d'Event News, bonjour. Nous recevons pour vous encore une fois le docteur Boga Sako, qui est un habitué de nos studios, avec qui nous allons échanger sur l'actualité sociopolitique ivoirienne. Pour l'instant, pour ceux qui ne le connaissent pas, du moins si je fais un petit rappel, le docteur Boga Sako est président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Enseignant-chercheur en littérature occidentale à l'université de Bouaké, il est aujourd'hui réfugié politique en Italie depuis la chute du président Laurent Gbagbo. Il est aussi l'auteur de 3 ouvrages, les droits de l'homme les droits de l'homme à l'épreuve, le cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, paru aux éditions L'Harmattan en 2007. La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, et si Sarkozy avait trompé le monde entier sur la crise ivoirienne de 2010, paru aux éditions Pyramide, Papyrus, Presse, et aussi Je suis noir et j'aime le manioc, paru aux éditions Niepa. Professeur Boga Sako, bonjour. Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis téléspectateurs. Nous vous recevons aujourd'hui, comme très souvent quand vous êtes de passage à Paris, pour échanger sur l'actualité sociopolitique ivoirienne. Nous allons parler des écoutes téléphoniques, de la grâce présidentielle ivoirienne. Mais avant, l'actualité brûlante aujourd'hui, c'est le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place depuis ce mercredi. Quel est votre avis sur le nouveau gouvernement qui a été nommé par le président Alassane Ouattara? D'abord, je voudrais donc vous remercier, mais il est bon que je sacrifie à la tradition. Nous sommes en début d'année, c'est la toute première émission télé à laquelle je participe. Je voudrais saluer l'équipe de Event News TV. Vous voyez que les années passent, mais Event News tient la route. Je vous encourage, je vous félicite pour ce que vous faites. Et je suis fier chaque fois que je vois les vidéos, je vois les images. Tous les Ivoiriens y passent, quel que soit leur bord politique, et je pense que c'est tout à votre honneur. Je voudrais surtout saluer le peuple de Côte d'Ivoire, lui exprimer en tant que fils de la Côte d'Ivoire mon admiration et ma fierté. Je suis fier d'être de ce pays qui est jeune, qui est fort, qui est riche, et qui est riche aussi dans ses fils, qui malheureusement traversent une grave situation sociopolitique depuis des années d'ailleurs, mais qui s'est aggravée particulièrement en 2010. Je voudrais dire quand même qu'il y a une note d'espoir, une note de gaieté quand même dans notre pays en 2015, c'était quand même que les éléphants footballeurs nous ont rapporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande bonne nouvelle, il faut la saluer. Et je suis fier de nos cadets qui nous ont apporté un peu de joie. Au passage, je voudrais saluer aussi le jeune frère Touré Yaya. Je connais un peu la famille Touré, Kolo et leur père particulièrement, qui était un ami à mon père. Je voudrais dire au jeune Touré Yaya qu'il a été déjà 4 fois ballon d'or. Si cette fois c'est pas marché, il ne faut pas qu'il en fasse un problème. Je pense qu'il est jeune, il a beaucoup d'avenir, il est brillant, c'est un champion. Je voudrais aussi que vous me permettiez de saluer aussi Didier Drouba. C'est une référence pour notre nation et je voudrais encourager tous ces jeunes-là. Mais quand j'ai fini de voir un peu ces notes de bonheur, un peu de joie dans notre pays, il y a beaucoup de points sombres. Et ce sont les points sombres qui me font, en tant que militant des droits de l'homme, venir échanger avec vous de temps en temps. Vous voyez, une année est passée. Et une année commence avec en Côte d'Ivoire la nomination d'un nouveau gouvernement. Et quelle lecture vous faites de cette... Mais le gouvernement n'est pas plus important que les prisonniers politiques. En Côte d'Ivoire, on a encore aujourd'hui 400 à 500 prisonniers politiques. Mais le président Alassane Ouattara a annoncé une grâce présidentielle pour 3 ans. Si vous voulez que nous y revenions, nous allons y revenir. Mais nous y revenons pour mais non, mais puisque je suis en train de faire les vœux, il est bon que je dise ma tristesse pour 2015 qui est passé et pour 2016 qui commence. Il y a encore des prisonniers politiques dans mon pays, je suis triste. Il y a des Ivoiriens qui meurent là, au Ghana, au Togo, au Bénin. Et moi-même, je suis un exilé politique. C'est pas normal. Dans un pays où on dit qu'on a fini la guerre, la réconciliation et tout, rien ne bouge là. Franchement, et j'avoue que c'est vraiment triste. Donc je voudrais, pour cette année 2016 qui commence, dire aux Ivoiriens que M. Ouattara peut-être a été plébiscité à la faveur de cette élection mascarade-là, une élection tribale en quelque sorte, puisqu'elle a été boycottée par une bonne partie des Ivoiriens. Il a été donc plébiscité. Je pense que lui-même, il a pris conscience qu'il a échoué dans la réconciliation nationale et qu'il va vraiment avoir le courage d'aborder cette question-là, en commençant par libérer les prisonniers politiques. C'est vrai qu'on va parler de son gouvernement là, mais attendez, une grâce présidentielle, pourquoi? Il n'y a pas de justice dans ce pays-là? Si des gens ont commis des forfaits, il faut les juger. Pourquoi vous les gardez en prison et puis venir jouer là les bons samaritains? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Un citoyen ordinaire comme moi, je n'ai pas besoin de grâce présidentielle.
Si j'ai commis un impair, que la justice me juge. Mais vous les conservez en prison. Ils passent des années, on les juge, ils n'ont jamais vu un juge. Et puis grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'on veut jouer toujours comme au temps du parti unique. J'ai le chef, magnanime. Bref, on va dire hélas, mais j'espère que 2016, je vais parler avec mes frères, tous exilés. On va se préparer pour retourner dans notre pays en 2016. Ok. Merci pour vos vœux. S'agissant maintenant de votre question du gouvernement. Oui. Je voudrais vous dire... Nous pourrons rester sur la question de la grâce présidentielle, puisque le président Alassane Ouattara a commencé l'année lors de la présentation de ses vœux au peuple de Côte d'Ivoire, la nation, en annonçant cette grâce présidentielle qu'il accorde à 3100 détenus ivoiriens. D'abord, vous pouvez commencer par cela, puis on en viendra certainement à la nouvelle équipe gouvernementale. Mais j'étais justement en train de dire que c'est triste. C'est-à-dire que on n'est pas dans des monarchies où les dirigeants ont besoin de montrer que c'est eux qui ont droit de vie ou de mort sur les citoyens. Mais c'est une disposition constitutionnelle. Mais non, mais quand on est dans un état de droit, quand on vous dit qu'il y a 3100 personnes graciées, c'est pas un scandale ça? Ça veut dire qu'il y a des gens même qui ont passé plus de temps en prison qu'ils ne devaient. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement grave dans notre pays. Et aujourd'hui, là, peut-être que ça coïncide, peut-être qu'on en parlera aussi, le procès du président Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Madame Simone Veil Gbagbo. Et puis maintenant, dans les 3100, ça concerne qui? Voilà. Dans un pays où des prisonniers font la loi dans la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Un prisonnier qui fait la loi, il est le chef de la prison, dans un état de droit. Donc, vous voyez, quand on voit cela, on est triste. Les prisonniers politiques, il y en a combien dans les 3100? Est-ce que vous êtes de l'avis des opposants à Ouattara qui disent que les 3100 détenus qui seront graciés, les prisonniers politiques ne sont pas concernés puisque la majorité de ces prisonniers n'ont pas encore été jugés? Toutes les grâces présidentielles concernent ceux qui ont eu une condamnation, pourtant ceux-là n'ont pas encore été jugés et condamnés. Donc c'est à croire que cette décision du président Alassane Ouattara ne concerne pas les détenus issus de la crise post-électorale. J'ai bien envie de vous prendre au mot. Si vous êtes certain que parmi les 3100, ce sont des personnes qui sont déjà passées devant un juge et qui ont été condamnées, qui vont être graciées, moi je n'en suis pas sûr. En tant que militant des droits de l'homme, ce que je présume, et ça c'est mon droit, les libres penseurs, je pense que ce sont les petits microbes, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont enfermés, ils vont profiter de l'occasion là pour finalement leur accorder la liberté. Parce que certains ont dit, on s'est sacrifié pour que vous arriviez au pouvoir, et puis depuis on est en prison, vous ne faites rien. Donc là c'est le balai quoi, c'est-à-dire voilà. Moi je suis triste. Donc pour vous c'est un geste pour rien. Non mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans un état de... Vous avez déjà vu ça en France ou partout aux États-Unis, on dit qu'on a gracié, on gracie pourquoi? En prison, il y a des règles. Si un prisonnier s'est bien comporté, on réduit sa peine, par exemple. On n'est plus dans des monarchies, dans les partis uniques où un chef va venir. C'est moi qui gracie. C'est une disposition constitutionnelle. Mais qu'elle soit constituée. Oui, et les prisonniers politiques. Comment des gens sont en prison depuis pratiquement des mois, des années, ils n'ont jamais vu un juge. On ne les juge pas pourquoi. Et puis très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez passé 1 an sans jugement, le jour qu'on vous juge, on fait correspondre les 1 an là avec votre condamnation. Je pense au ministre Dogo Raphaël. Salut, cher frère. Voilà des prisonniers politiques. Et il y en a comme ça, légion. Bon, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Moi, en tant que militant de droit, là où je mets l'accent sur tous ceux qui sont emprisonnés de façon injuste, par la justice des vainqueurs. Mais quel jour, dites-moi, avant de gracier les 3100 là, avant de faire semblant de prendre quelques pro-Gbagbo emprisonnés depuis et puis les mettre dans le groupe pour dire qu'on a pris quelques prisonniers politiques là. Quel jour on va commencer par juger tous ces criminels pour Ouattara? Parce que vous pensez qu'il n'y en a pas? La Croix-Rouge a révélé près de 1000 morts à Diokoué. Quel jour on va rendre justice pour Diokoué? Le pouvoir à Abidjan dit que la justice a son temps, a son rythme. Ça fait donc il a déjà fait 5 ans. On n'a pas jugé un seul pro Ouattara. Il va faire 10 ans. Donc la justice là attend toujours. Mais c'est ridicule. Donc pour vous aujourd'hui, après avoir reçu les chefs traditionnels et coutumiers de Côte d'Ivoire, qui lui ont demandé au président Alassane Ouattara de libérer des prisonniers qui sera un pas essentiel vers la réconciliation nationale ivoirienne, pour vous ce pas-là, c'est pas fait. Pour vous la réconciliation n'est pas quoi. Mais cher ami, est-ce que vous pensez que le chef de l'État Ouattara là, bon, le président de la République, c'est bon pour certains, il y a un problème de droit de fond, on ne va pas développer là-dessus. Prenons le chef de l'État actuel là. Vous pensez qu'on a besoin de lui dire, que les chefs traditionnels ont besoin de lui dire avant qu'il sache
qu'il y a un problème de fond au niveau de la réconciliation et qu'il faille libérer les prisonniers et qu'il faille prendre des dispositions gouvernementales pour que tous les exilés puissent rentrer, regagner leur pays, ceux qui croupissent, les jeunes filles qui se prostituent au Ghana, au Togo, au Bénin pour survivre alors que leur pays est premier producteur de cacao et qu'on fait des ponts et on fait des routes. On donne 100 millions à des candidats, des gens qui disent je veux gouverner la Côte, je veux diriger la Côte d'Ivoire, on lui donne 100 millions. Tu ne connais même pas, il n'est rien même. Tu lui donnes nos 100 millions. Et pendant ce temps, on n'a même pas d'hôpitaux. Et pendant ce temps, on n'a même pas d'université, on n'a même pas d'école. Et quand les étudiants font grève, on dit non, on va dissoudre la FESI. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Parlant de votre gouvernement, en fait. Ensuite, comme vous l'avez dit vous-même, la nouvelle équipe gouvernementale que le président Alassane Ouattara annonce comme une équipe d'action pour venir remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la réconciliation de l'émergence, comme il a annoncé l'émergence pour 2020, à l'horizon 2020. Alors, moi, j'ai pas envie. Quand on parle de nouveau gouvernement, tout ça, ça me fait un peu sourire. Regardez ce qui se passe. Ah, mais si, pendant au moins 8 jours, la Côte d'Ivoire était suspendue pour eux. Pour eux, elle était suspendue. Mais pour nous, c'était non-événement. Il n'y a rien. Rien n'a changé. Depuis même le 25 octobre 2015, où il y a eu la fameuse élection plébiscite, là, où les Ivoiriens l'ont boycotté. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Regardez ce qui se passe. Je vais vous faire quelques observations sur ce fameux gouvernement-là. D'abord, regardez le nombre. Généralement, j'ai lu les journaux, les journalistes disent qu'il y a 36 ministres. Ce n'est pas vrai. Il y a 36, plus 7 au niveau de la présidence. Ça fait 43. 43. Un pays comme la Côte d'Ivoire, 43 ministres pour faire quoi? Vous voyez qu'on décuple. Tu es ministre délégué auprès de ministre délégué, ministre d'État. Tout ça, c'est quoi ça? Et puis, les gens pensent que c'est de la plaisanterie, mais c'est notre argent. J'ai eu la chance de travailler quand même dans un cabinet ministériel avec le ministre Martin Bléou. Et puis, je travaille dans une institution, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu l'occasion de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Prenons au Bambo ce que coûte un ministre chaque fin de mois à l'État de Côte d'Ivoire. Vous prenez son salaire, plus ses bons en carburant et tout ça, à peu près autour de entre 15 et 20 millions. Prenons le maximum 20 millions. Multipliez cela par une cinquantaine de ministres. Ça nous fait 1 milliard. C'est-à-dire qu'un pays où les Ivoiriens ne trouvent même pas à manger, un gouvernement va empocher lui seul 1 milliard chaque fin de mois. Cher ami, ce que je suis en train de vous dire là, ça fait partie des réflexions que la société civile ivoirienne, mais africaine en général, a essayé de monter comme réflexion. Ça veut dire quoi? En général, nous pensons qu'en Afrique, on peut gouverner un pays, mais gouverner un pays très bien, avec 25 personnalités, 25 ministres, 15 hommes, 10 femmes. Ben pourquoi pas la parité même? Mais supposons 25 ministres dynamiques, on peut aller au combat. On peut affronter les problèmes, on peut résoudre les problèmes d'un pays. Mais jusqu'à 50 personnalités, c'est-à-dire c'est toujours le rattrapage. Est-ce que ça ne répond pas à une logique, je dirais, une logique de vouloir satisfaire toutes les régions et toutes les... Non, ça ne répond à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement d'union. Ce n'est pas un gouvernement d'ouverture. C'est un gouvernement de pro-RDA, de pro-rebelles, de pro-PDCI. C'est entre eux, c'est entre de copains à copains, quoi. C'est-à-dire qu'on se passe le mot, quoi. La seule... Donc pour vous, ce nom, comme vous le dites, c'est un nom pléthorique qui ne servait à rien. Mais qui fait mal à la Côte d'Ivoire. C'est pas que ça ne sert à rien. Ça sert à détruire la Côte d'Ivoire, au plan financier, déjà. Et puis, même au niveau des compétences. Bon, c'est vrai que je ne veux pas avoir la prétention, parce que ce serait un peu insultant pour ces personnalités qui sont nommées dans cette gouvernail-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis quand même content pour une personnalité au moins, que je peux saluer. La ministre Ly Ramata Karamoko, qui était présidente de l'université, et tout ça. Vous savez pourquoi ça me fait plaisir un peu? Parce que moi, je souhaite que quand on vous nomme ministre, c'est que vous avez fait vos preuves dans votre secteur bien donné. Elle a été, vous voyez, professeure, elle est présidente d'université. On considère qu'elle connaît les rouages de l'université. Vous voyez, c'est plus intéressant. Mais en même temps que je l'ai cité, une façon de la saluer, parce que je suis quand même enseignant à l'université, je voudrais lui dire de ne pas commettre une erreur, et une très grave erreur. Apparemment, elle a envie de dissoudre la FESI. Madame la ministre, c'est l'erreur grave que vous ne devrez jamais commettre. Ni la dissolution de la FESI, ni la dissolution non plus de l'AGSI. Écoutez, dans la démocratie, les mouvements associatifs existent de droit. Et ça, c'est prévu dans notre constitution. Si vous considérez que
la FECI ou l'AGCI débordent dans leurs pratiques au niveau des règles étatiques, il faut prendre des dispositions. Parce qu'on est dans un état de droit. Enfin, si encore il y a un état de droit en Côte d'Ivoire. Mais dire qu'on va dissoudre, vous plaisantez là. Parce que vous vous rappelez très bien, Houphouët avait commencé lui aussi, je crois que c'est en 92, quand il a voulu dissoudre la FECI. C'était en 91. Merci beaucoup, en 91. Vous voyez, il sait ce que ça lui a coûté. Bon. Voilà. C'est pour dire très simplement que je salue l'une des rares personnalités, il y en a comme ça, une ou deux, mais j'avoue qu'il ne faut pas qu'elle s'amuse à vouloir dissoudre la FECI, parce que si elle tente, peut-être que c'est la FECI qui va la dissoudre. Continuons sur la lignée de la réconciliation. Aujourd'hui, dans quelques jours, dans quelques semaines, va s'ouvrir normalement, si tout se passe bien, le procès joint de président Laurent Gbagbo du ministre Charles Blé Goudé le 28 janvier prochain. Beaucoup d'Ivoiriens placent la libération du président Laurent Gbagbo comme le maillon essentiel de la réconciliation nationale ivoirienne. Pour vous, ce procès-là, qu'est-ce qui vous donne à penser et qu'est-ce qui vous donne à prévoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? Écoutez, moi je suis un militant des droits de l'homme et dans les principes des militants des droits de l'homme, il ne s'agit pas de nier la justice. J'ai écouté pas mal d'amis occidentaux qui, en analysant la crise ivoirienne, même des Ivoiriens, notamment les pro-Ouattara, quand ils parlent de la crise, ils se disent, si on veut aller à la réconciliation, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice. Ok. Si vous voulez juger, mais alors jugez tout le monde. Depuis pratiquement 5 ans, depuis 2010, c'est la même chose que nous ne faisons que dire. Nous ne sommes pas contre la justice. Mais si vous voulez appliquer la justice pour tous. Premier point. Deuxièmement, mais quel est ce prisonnier-là qui se trouve à la Cour pénale internationale depuis et pour qui le procureur dit, devant les juges, il n'a même plus de preuves suffisantes pour pouvoir même ouvrir un procès. On a dû passer au moins 2 ans, 3 ans en train de chercher des preuves. Parce que dans le cas du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? On a attrapé l'individu avant de chercher maintenant de fabriquer des preuves pour le condamner. Et puis une autre aberration. En tant que militant des droits de l'homme, on a été à la haie plusieurs fois dans les mouvements des patriotes et tout cela. Parce que nous aimons la justice, nous voulons la vérité dans cette crise pour laquelle certains de nos compatriotes ont perdu la vie. Quand on va à la CPI, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un certain nombre de victimes qui sont prises en compte. Ce sont les victimes pro Ouattara. Et c'est pour cela que je ne cesse de crier haut et fort. Mais quelle est cette justice à double vitesse? Quelle est cette justice des vainqueurs? Mais qui va rendre justice pour Dieucoué? Donc pour vous, même ce procès-là, il est déjà pipé. Mais il est pipé parce que tout le monde sait que la Cour pénale internationale est un instrument des Nations Unies, du Conseil de sécurité. À partir de cet instant-là, c'est un procès politique. Le monsieur est là-bas depuis longtemps et le pays ne bouge pas. Vous voyez, M. Ouattara, chaque fois quand il a l'occasion devant les médias, et croissance à 2 chiffres, vous voyez que c'est la croissance que les Ivoiriens mangent? Quand l'Ivoirien du Sud et l'Ivoirien du Nord se voient, ils ne se saluent que de façade. Parce que dans le fond, il y a des rancœurs. Et ça, c'est très dangereux pour une nation. C'est pour cela que nous disons toujours à M. Ouattara, vous avez là l'occasion de tisser l'unité de notre nation. Parce que vous n'avez contribué, vous, M. Ouattara, et même peut-être Bédié aussi, et puis dans une certaine mesure, même M. Laurent Gbagbo, à diviser le vivre ensemble ivoirien. Et c'est ce qui nous fait mal, parce que nous sommes des générations qui arrivons après ces aînés-là, qui ont tout détruit. Donc ce procès, c'est un procès injuste. Donc pour vous, l'issue de ce procès peut avoir une incidence. Le seul espoir, c'est que les gens arrivent à comprendre qu'après 5 ans de détention, la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. M. Ouattara, quand il a fait le bilan, à la fin de ses 5 premières années, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la réconciliation a échoué. Pour ce nouveau mandat-là, il va mettre l'accent sur la réconciliation. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, n'est-ce pas? Très bien. Mais il oublie un fait. Laurent Gbagbo, c'est le centre de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous gravitez autour. Vous tournez là, vous vous fatiguez. Il faudrait que l'ONU prenne une décision courageuse pour dire, pour sauver la Côte d'Ivoire, il faut libérer ce monsieur. Pour sauver la Côte d'Ivoire, il faut libérer ce monsieur. Mais dans un autre sens, pour sauver la Côte d'Ivoire, arrêtez aussi Ouattara. Et arrêtez en même temps M. Soro Guillaume. Parce que vous... Donc pour vous, il ne s'agira pas seulement de libérer Laurent Gbagbo, mais en plus de la libération de Laurent Gbagbo, arrêter Alassane Ouattara, arrêter Soro Guillaume et arrêter les... Non, c'est que je n'ai pas été bien compris. C'est-à-dire que soit l'un ou l'autre. Soit on libère M. Laurent Gbagbo, ça va nous apporter la réconciliation. Soit on arrête M. Ouattara et on arrête M. Soro Guillaume et on arrête tous les comme zones. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre
d'après eux. La Côte d'Ivoire a été attaquée. La France a soutenu les rebelles pour déstabiliser une nation en 2010. Celui qui avait été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Quel crime avait-il commis? Est-ce que c'est M. Laurent Gbagbo qui a demandé au Conseil constitutionnel de le proclamer vainqueur? Il y a un arbitre qui l'a proclamé vainqueur. Et lui, on le prend, on le met en prison sous prétexte qu'il a bénéficié d'une décision d'un juge constitutionnel. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On le met en prison et on va chercher le même juge constitutionnel pour venir plébisciter M. Ouattara. Bref, cher ami, de deux choses l'une. Ou bien on libère M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire va se réconcilier, ou alors on fait arrêter tous les criminels qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ok, nous reviendrons. Merci pour ce sujet. Sur la question, au début du mois de décembre de l'année dernière, de l'année 2015, une affaire avait véritablement secoué les relations refroidi les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les fameux enregistrements des écoutes téléphoniques entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Soroki Bafoury Guillaume, et des auteurs présumés du coup d'État manqué au Burkina Faso, Guibri Bassolé et Etienne Deroux. On ne vous a pas entendu sur ce sujet? Bah, écoutez, non, c'est pas qu'on nous a pas entendu. On nous a lu, au moins. Parce que, vous savez, il y a même eu une vidéo où j'ai parlé, que tout le monde a vu, où j'ai fait une sorte de similitude entre terrorisme et puis rébellion. Hein, chez nous, pour montrer très bien qu'en Europe, on parle beaucoup des terroristes, mais chez nous, en Afrique, les terroristes, ce sont les rebelles. C'est-à-dire que c'est les mêmes méthodes, où on égorge, où on éventre, où on tue, c'est les mêmes, c'est le blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est les mêmes stratégies. Et moi, qui suis enseigné à l'université de Bouaké, j'ai vu des rebelles opérer, et je ne suis pas vraiment surpris de la façon dont opèrent les terroristes et tout ça. Les mêmes bombes y passent, les mêmes égorgements, etc., etc. Bref, sur cette question-là, qu'est-ce que nous on a dit? On a estimé que, écoutez, nous sommes quand même dans un pays moderne. Nous, on peut authentifier les bandes sonores, chacun à son niveau. On peut le faire. En Europe, ici, il y a plusieurs structures qui permettent de le faire. Mais c'est quand même deux États engagés. Le Burkina Faso prend ses responsabilités. Et je prends à témoin le Premier ministre Zida de la transition au Burkina Faso, qui lui a dit, sans embâche, que ces écoutes-là sont authentifiées. Et que même il y en aurait d'autres, d'ailleurs. Et à côté de lui, il y a aussi le président de l'Assemblée nationale de la transition qui est venu confirmer encore. Cela veut dire que c'est grave. C'est grave. Et ma réaction, ce qui m'attriste, c'est la réaction des Ivoiriens, notamment du Parlement ivoirien, notamment des autorités, s'il y en a encore en Côte d'Ivoire. Une personnalité dite numéro 2 d'un pays est mise en cause dans une telle affaire. De deux choses l'une. Ou bien vous portez plainte pour accusation infondée, ou alors carrément vous démissionnez pour aller régler cette question-là. Et c'est ce qui fait... Vous voyez tout à l'heure, j'étais... À côté de cela aussi, il y avait l'opposition ivoirienne qui était taciturne. Oui, mais l'opposition ivoirienne, vous me parlez de quelle opposition ivoirienne? L'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition laquelle? Il y a des partis d'opposition, il y a le FPI, qui est un parti d'opposition. Oui, lequel FPI? Le FPI. Non, écoutez... Dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. Oui, bon. Qui n'a pas réagi. Bon, qui a réagi certainement après coup, en faisant un communiqué. Mais durant... Vous voyez, non, cher ami, vous voyez, ça m'attriste un peu parce que si nous en sommes là, si M. Ouattara se permet tout ce qu'il fait là, c'est parce que, hélas, l'opposition dans notre pays, elle n'existe que devant la justice ivoirienne. C'est-à-dire que Ouattara reconnaît, c'est celui qui veut reconnaître comme son opposant. Mais ceux qui peuvent lui apporter la contradiction, il les met en prison. Sinon, le parti de Laurent Gbagbo n'allait pas être aujourd'hui là, brisé, au point même de détruire, de briser l'élan du patriotisme qui a prévalu dans notre pays. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Je disais tantôt de deux choses l'une. Ou bien, les autorités ivoiriennes considèrent que le pays a été souillé avec cette accusation, d'après eux, infondée, en ce moment ils portent plainte, ou alors on fait démissionner le fameux président de l'Assemblée nationale pour qu'il aille régler cette question-là. Et c'est pour cela que dans les appels que nous avons lancés, nous avons demandé aux députés ivoiriens, mais quand même, c'est trop gros ce qui se passe là. Et puis, 2015, ça fait partie des pages sombres de notre pays. De voir comme cela, une personnalité dite numéro 2 du pays, qui est accusée de faux. Et puis on entend des choses gravissimes, en train de comploter avec des rebelles. Mais enfin, de qui parlons-nous? De Guillaume Soro? Un chef de la rébellion, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? En fait, en réalité, nous, on n'est pas surpris. Hélas. Ok. Merci, Dr Bogassako. Nous allons finir cet entretien qui a été très... Déjà? On est déjà à la fin? Oui, nous sommes déjà à la fin. Donc, pour cela, l'année vient de commencer. Certainement, 2007 vient de commencer. Vous êtes un fait observateur de la vie
politique et sociale de la Côte d'Ivoire. Quelle prévision aujourd'hui vous faites de la Côte d'Ivoire? Alors, les prévisions, je pense que 2016 Rapidement, sera une très bonne année. Les gens disent qu'ils ont mis en place un gouvernement de combat, de mission, mais j'avoue que en face de M. Ouattara, il faut qu'il y ait une bonne organisation des citoyens ivoiriens qui aiment leur pays, qui aiment la souveraineté de leur pays et qui sont prêts à s'engager pour défendre leur pays. Je dois pouvoir dire honnêtement, chers amis, que 2016 va être l'année où les Ivoiriens vont prendre, dans une certaine mesure, leurs bonnes responsabilités. Je voudrais vraiment vous faire espérer, chers amis, que depuis un certain temps, vous avez vu depuis le 25 octobre que M. Ouattara s'est fait plébisciter, les Ivoiriens sont en train de réfléchir. Et très bientôt, vous allez voir qu'on sera beaucoup plus efficace, mais on sera déterminé. Parce que notre pays, c'est notre pays. Et d'ailleurs, l'appel que moi je voudrais lancer, c'est à tous mes amis et frères qui sont exilés politiques comme moi, qui sont en Europe, qui sont au Ghana, qui sont au Bénin, qui sont un peu partout. Il faudrait que nous nous unissions pour décider. Nous avons donné 5 ans à M. Ouattara de créer les conditions pour que nous rentrions dans notre pays. Il ne veut pas les créer. Parce qu'il sait que si nous rentrons, peut-être cela va le déranger. Mais nous, nous allons prendre nos responsabilités. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Je pense qu'il est temps que nous pensions à retourner dans notre pays pour faire bouger les choses. Parce qu'on ne peut pas rester à l'extérieur éternellement et puis regarder notre pays sombrer, s'humilier, bafouer sur la place internationale par des gens qui sont venus avec des armes et qui prennent le peuple en otage. Mon peuple était pris en otage. Je ne peux pas accepter cela. Merci, Dr Boga Sako. Fidèles d'Iventius, nous recevions pour vous le Dr Boga Sako, président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et de la vie politique, enseignant-chercheur en littérature occidentale à l'Université d'Abidjan. Il est aujourd'hui réfugié politique en Italie. Merci, Dr Boga Sako.